logements sociaux en Côte d'Ivoire. Et puis enfin, quelles sont les initiatives aujourd'hui en cours au niveau du ministère pour sécuriser en tout cas le foncier urbain. Donc, je crois que les organisateurs avaient prévu 10 minutes. Comment parler de tous ces 3 points en 10 minutes? Je ne sais pas. Nous allons essayer d'aller vite. Et comme mon frère, monsieur le ministre Adou Coulibaly, a fait l'amitié, m'a dit qu'il souhaitait que j'occupe même son temps, je vais essayer donc d'aller très vite et puis bon, me soumettre à vos questions. Mettons-nous d'accord, c'est tout au plus une dizaine de questions que nous allons peut-être prendre et puis bon, pour vous permettre d'aller donc recueillir les informations auprès des promoteurs. Alors concernant le point que je souhaite évoquer, en premier lieu, il s'agit de l'investissement dans les programmes immobiliers en Côte d'Ivoire. Il faut dire que lorsque ce département nous a été confié, nous avons élaboré un document de stratégie à partir de janvier 2009. Nous, c'est à partir du mois de décembre 2012 que le président de la République a bien voulu nous faire l'honneur de nous confier ce dossier important, sensible et très attendu. Et donc, l'engouement de ce matin est l'expression de ce que je viens de dire. Alors, nous nous sommes dit qu'il fallait édicter un certain nombre de conditionnalités assez rigoureuses pour sélectionner d'abord les promoteurs. C'est ainsi que pour ceux qui sont dans la salle, qui veulent être promoteurs dans le domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire, ils peuvent d'abord approcher le directeur général du logement, qui est présent dans la salle, qui va leur remettre une documentation. Il s'agit de M. Adjoumani, qui est donc présent dans la salle. Je ne sais pas si... il n'est pas encore là. Bon, M. Adjoumani va revenir, il va se présenter. Ou tout au plus voir le directeur central, M. Kouala Célestin, qui est lui-même donc le modérateur ici. M. Kouala Célestin vous lui mettra la documentation. Mais je résume un peu les grandes lignes. Vous voulez être promoteur, il faut constituer un dossier d'agrément. Et votre dossier d'agrément doit être composé des éléments classés, vos statuts, le registre de commerce, un compte bancaire, etc. Vraiment tout ce qu'on demande de manière classique à une entreprise. En plus de cela, vous devez pouvoir prouver que vous avez en votre sein des professionnels qui sont des salariés en plein temps ou qu'un contrat, en tout cas, de longue durée avec vous. Nous pouvons comprendre qu'un promoteur qui s'installe pour la toute première fois en Côte d'Ivoire ne peut pas donc embaucher en plein temps un urbaniste, un architecte, un géomètre expert, etc. Donc nous pouvons accepter que ce promoteur, en tout cas, ait au moins un contrat avec un architecte de longue durée, de très longue durée. Quand nous verrons le contrat dans le dossier, c'est un bon point pour vous. Un urbaniste, un géomètre expert, tous ces spécialistes-là, vous devez les avoir absolument. Il est peut-être souhaitable aussi d'avoir derrière vous un notaire, parce que quand vous allez finaliser vos transactions, il va falloir que votre notaire puisse donc suivre. Donc voici un peu les éléments que nous regardons dans l'analyse du dossier. Il y a eu 2 étapes. La première vague de promoteurs a eu peut-être la chance parce que, objectivement, nous n'avons pas été aussi rigoureux que ceux qui viennent maintenant. Depuis, je crois, 6 mois, 6 ou 7 mois, en plus de ces conditionnalités, il faut déposer dans un compte séquestre la somme de 100 millions de francs CFA. Si vous êtes promoteur en Côte d'Ivoire, vous devez avoir 100 millions de francs CFA déposés dans un compte séquestre à votre nom. Voici un peu les conditions, parce qu'après la première vague, et quand les gens ont vu le succès, je vous parlais de 22 milliards sur les comptes séquestres. Bon, il y a eu un engouement, tout le monde a voulu se présenter comme promoteur, et on s'est dit qu'il faut continuer d'écrémer. Et pour l'écrémage, mais la conditionnalité aujourd'hui, il faut, en plus de tous les dossiers, déposer une somme de 100 millions de francs CFA qui montre que vous êtes sérieux. Et depuis qu'on l'a fait, nous étions à 39, les 7 derniers, je crois, les 7 derniers. Il y a eu 7 qui nous ont déposé les 100 millions, bon, donc c'est ce qui nous a fait passer à 46 promoteurs. Donc sur ce sujet, je voulais passer rapidement. Alors les futurs investisseurs qui sont dans la salle, nous sommes à leur disposition. Je crois que le ministre peut accorder même des audiences le lundi matin, de 9h30 à 11h30,
pour les investisseurs dans le secteur. Donc sur ce point, je voulais passer rapidement vu le temps. Le deuxième point, c'est quoi? La politique, la stratégie globale de réalisation des logements sociaux. C'est un sujet qui est très vaste aussi, mais à ce niveau, on va aller très très vite. Je vous ai dit, M. le Président a bien voulu nous faire l'honneur de nous confier ce dossier au mois de décembre 2012. Et donc, dès le mois de janvier, il a fallu relire la stratégie qui était là et redéfinir une nouvelle stratégie en tenant compte de nos réalités en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas un pays qui a peut-être les mêmes chances que certains pays qui ont des excédents pétroliers où le gouvernement peut se permettre de commander, j'appelle ça commander des maisons, et ensuite voir comment les attribuer aux Ivoiriens, enfin, aux citoyens. Dans notre cas, nous nous sommes dit que, vu la situation de notre pays, il était bon de définir une stratégie autour du PPP, comme on le dit, c'est-à-dire le partenariat privé-public. Que ce soit le secteur privé qui assume pleinement cette politique et que le gouvernement ne se contente d'être l'arbitre, un peu le facilitateur, le régulateur. Arbitre, facilitateur et régulateur. Donc, à partir de là, nous nous sommes dit qu'il fallait donc remobiliser les acteurs. C'est quand nous avions eu le dossier, nous avons constaté que les promoteurs ne bougeaient pas. Il y en avait une douzaine en Côte d'Ivoire qui étaient dans une association. Je note que beaucoup sont présents dans cette salle, les anciens. Il y avait une douzaine qui étaient réguliers dans la profession. Au niveau des architectes, bon, bien sûr qu'ils étaient déjà dans tout ce qui est projet individuel. Les banquiers ont regardé cette affaire, ce projet de loin, parce qu'au départ, ils s'attendaient à ce que j'ai décrit plus tôt. Ils s'attendaient au fait que l'État commande des maisons. Comme dans les années 1965 jusqu'aux années 80, où avec les ressources de l'époque, le président Oufoué a, en tout cas, lancé une politique volontariste de construction, mais à partir de sociétés d'État. Donc les banquiers s'attendaient à ce que la stratégie soit celle-là, où l'État allait venir déposer donc, beaucoup d'argent pour commander des maisons, entre guillemets. Nos ressources ne nous permettant pas ça, il fallait développer une stratégie différente. Alors la stratégie a consisté à se dire, c'est au secteur privé de le faire du début à la fin. Il faut tenir compte des règles du marché. Nous sommes dans une économie libérale, de l'offre et de la demande. Et donc, notre politique, pour la résumer, nos stratégies pour la résumer, on peut la résumer en ceci: bien connaître la demande pour arriver à la production. Bien connaître la demande pour arriver à la production. Et bien connaître la demande, c'est ce que nous avons appelé l'opération de présouscription. Nous avons lancé la première opération à Abidjan, vous l'avez suivi, un engouement, on a vu les images tout à l'heure. Il y a eu près de 60 000 demandeurs. Et ayant vu les 60 000 demandeurs, les Ivoiriens, du moins les banquiers qui étaient dans une position attentiste, se sont intéressés à nous. Tous les autres acteurs, que ce soit les géomètres, les notaires, tous ceux qui regardaient le programme de loin, se sont dit, mais avec toutes ces demandes, forcément, il y a quelque chose à faire. Et donc, le programme a été véritablement lancé. Mais je suis passé rapidement sur un point qui est essentiel dans un programme immobilier. Concomitamment à la phase de lancement de la présouscription, nous avons résolu un problème qui est essentiel dans le programme immobilier, c'est le foncier. Une maison, elle n'est pas suspendue, elle est assise sur le foncier, et il fallait résoudre le problème du foncier. Nous avons adressé des requêtes aux préfets, des régions, des départements, des sous-préfectures, et je peux vous affirmer que quand nous venions, nous n'avions pas de foncier, mais au moment où je vous parle, dans tous les chefs-lieux de région de Côte d'Ivoire, dans tous les chefs-lieux de département de Côte d'Ivoire, dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture, le ministère de la Construction dispose d'un foncier, partout. En moyenne, 5 hectares nous ont été donnés à titre gracieux,
et 25 hectares nous ont été proposés dans le cadre de PUJ. Et c'est tout le territoire qui est couvert. Quand nous avons résolu ce problème du foncier concomitamment avec le lancement de la proposition, nous avons procédé à une étape qui est le fait d'état des lieux par des géomètres experts, etc. Tout ce qui est technique, je vous épargne ça, pour arriver à obtenir des documents techniques fiables de ces terrains. Au niveau d'Abidjan, nous n'avons pas eu de terrain à titre gracieux. Nous avons procédé à une réforme. Bon, là, j'allais l'évoquer dans le dernier point. Nous avons noté en Côte d'Ivoire que la question de la PUJ était une question où il y avait des abus. Vous avez tous, vous suivez tous avec nous. Pour avoir deux terrains voisins, l'un et l'autre n'ont pas d'équipement, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route à côté. Les terrains sont totalement en friche. Un détenteur de droit coutumier peut vous dire que son terrain coûte, mettons, 3 000 francs le mètre carré, alors qu'on est en pleine bourse, comme on le dit. Il n'y a aucun document même de type de propriété pour sécuriser l'acheteur. Un autre peut vous dire que c'est 1 600. Donc il n'y a aucune logique dans la fixation des taux de PUJ. Il y en a qui peuvent même vous demander 6 000 francs le mètre carré. Alors nous avons proposé au président de la République un décret qu'il a bien voulu prendre. C'est celui de plafonner les taux de PUJ et d'introduire un peu le concept un peu de droit de préemption de l'État, un peu comme certains pays comme la Tunisie et autres, le Maroc, où quand vous allez pour faire les PUJ, c'est à l'État d'être devant. Et le taux de PUJ ne doit pas dépasser 2 000 francs. Alors, pour Abidjan, bien sûr, mais à l'intérieur du pays, c'est beaucoup moins. Il y a 1 000 francs, 750, même 500 francs selon que vous êtes en zone rurale. Alors, avec ce décret, nous avons pu négocier avec des détenteurs de droits coutumiers autour d'Abidjan. À Songon, nous avons acheté, nous sommes engagés, parce qu'il faut utiliser le bon terme, nous sommes engagés avec les détenteurs de droits coutumiers sur plusieurs centaines d'hectares au niveau de Bassa, à Modeste, à Bergerville. Donc aujourd'hui, le ministère dispose de fonciers un peu partout autour d'Abidjan. Et ce foncier nous a permis, après avoir sélectionné les 39 premiers promoteurs, de leur assigner des terrains. Parce que vous êtes dans la salle, je note qu'il y a des chefs de communauté qui sont envoyés pour aller animer des réunions les dimanches ici à Paris. On sait comment ça fonctionne. Et qui veulent savoir exactement comment la politique est menée. Sachez que le ministère a donc le foncier. Pour ce foncier, la PUJ est faite progressivement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous avez pu voir à travers les images des maisons, c'est bien sur ce foncier-là que ces bâtiments ont été bâtis. Et les promoteurs que vous voyez dans la salle à côté ont chacun un terrain. La moyenne, c'est 11 hectares. Il y en a qui vont jusqu'à 15-17 hectares, pour ceux qui ont les plus longues superficies. Il y en a qui, hors de notre système, avaient leur propre terrain. Mais les terrains que nous leur avons assignés sont autour de 11 hectares. Il y en a à Bergerie, il y en a donc à Bassa, et il y en a donc à Songon, comme je l'ai dit. Sur la route d'Alépé, vous avez 2. Sur la route d'Anyama, vous avez 3 promoteurs reconnus dans nos fichiers. Voici exactement, chers concitoyens, la question donc du foncier. Alors, les acteurs étant connus, le foncier étant trouvé, les banquiers ayant vu qu'il y a une demande, le programme a pu être lancé. Et après la présouscription dans la stratégie, nous nous sommes mis devant, nous avons mis tout le monde en confiance et les Ivoiriens ont été affectés, ceux qui sont enrôlés ont été affectés aux promoteurs. Et c'est ainsi qu'ils sont allés faire les dépôts sur les comptes séquestres. Alors je fais j'ouvre une lucarne sur les comptes séquestres. Dans le cadre de la stratégie globale, c'est une loi de la Côte d'Ivoire que nous avons simplement activée, qui était là, et que les Ivoiriens, les promoteurs n'utilisaient pas. Suite à certains écueils, à certains grands problèmes qui ont été, que le gouvernement ivoirien a connu dans les années 80, le gouvernement a proposé une loi qui impose aux promoteurs d'ouvrir systématiquement un compte
qui est sous séquestre et donc qui est sous contrôle du ministre de la Construction. Mais cette loi était quelque part là, elle n'était pas utilisée. Nous n'avons rien inventé, nous n'avons fait que, entre guillemets, dépoussiérer ce texte et demander aux promoteurs de se soumettre à cela. Donc, chers concitoyens, les promoteurs qui sont là ont chacun un compte bancaire. Le compte est sous séquestre, c'est-à-dire que le compte, c'est quand le ministre de la Constitution co-signe un document qu'on appelle une main levée que le promoteur a accès à l'argent. Il n'a pas accès à l'argent des Ivoiriens. Il doit d'abord réaliser le logement. Et c'est au fur et à mesure que le ministre et son équipe iront dans les maisons sorties, qu'on signe au fur et à mesure aussi des mains levées. Donc, les promoteurs ont reçu les dépôts des Ivoiriens, je vous ai dit, jusqu'à 22 milliards. Si vous les voyez d'un promoteur à un autre, les montants varient, c'est 400 millions, c'est 800 millions, c'est 1 milliard. En tout cas, aujourd'hui, le dernier chiffre qu'on m'a communiqué avant le voyage, on a dépassé légèrement les 22 milliards de francs CFA sur les comptes séquestres. Alors, comment les choses sont regardées pour la suite? Le promoteur a tenu de monter un dossier technique, c'est-à-dire un dossier d'aménagement de son projet, le plan, où il doit prévoir obligatoirement des espaces verts, des espaces de récréation pour les enfants, une école primaire pour tout projet qui a au moins 100 à 150 logements. Les normes des urbanistes, on lui impose de réaliser une école primaire. Un espace commercial, etc. Donc c'est au vu de ces plans. Et les plans ont aussi obéi aux normes de la Côte d'Ivoire. C'est au vu de ces plans que le promoteur est autorisé à poursuivre le programme. Et tous ceux qui sont là ont respecté donc ces étapes. Il leur a été demandé de faire des maisons témoins pour qu'on aille les visiter. On les a visités. Les techniciens ont confirmé que ces maisons respectaient donc les normes nationales. Et nous avons fixé des taux pour les logements sociaux. Le coût peut aller de 5 millions à 10 millions. Les logements économiques de 10 millions 5 francs jusqu'à 15 millions de francs CFA. Donc nous avons balisé donc, les conditionnalités à ce niveau. Ceux qui veulent faire des logements de standing peuvent le faire aussi, mais il a été demandé aux promoteurs qu'ils peuvent le faire, mais ils doivent réaliser au moins 60% des logements, ou en tout cas au moins sociaux ou économiques. Ils peuvent donc réaliser 40% des logements de standing. Toujours dans le cadre de la stratégie, pour que le coût soit bas, l'État a accepté de faire des sacrifices. L'État a décidé que le promoteur ne payait pas du tout la TVA si les intrants du bâtiment sont achetés en Côte d'Ivoire. Vous allez acheter le ciment en Côte d'Ivoire, le fer en Côte d'Ivoire, les pompes, les clés en Côte d'Ivoire. Bien sûr, vous ne payez pas de TVA pour que les prix que je viens d'annoncer soient respectés. Si vous faites venir des intrants du bâtiment, des intrants qui permettent de réaliser l'usine, pour fabriquer donc les éléments du bâtiment, vous ne payez pas de droits de douane. C'est-à-dire des machines qui permettent de faire des bétons, je ne sais pas moi, des portes en contreplaqué et autres. Ces machines-là, puisque ça rentre dans le bâtiment, entrent en Côte d'Ivoire hors douane, hors taxe. Voici un peu ces mesures. Au niveau de votre BIC, le bénéfice commercial et industriel, vous ne payez que 50% de votre BIC. Alors voici un peu une série d'initiatives que nous avions trouvées, d'ailleurs nous avons répondu, qui permettent aux promoteurs de rester dans les prix que je viens d'annoncer. Sachant déjà que le même promoteur a eu accès au foncier à 2000 francs seulement le mètre carré. Alors que je vous disais précédemment que pour accéder au foncier, il fallait qu'il paye entre 6 000 francs, voire même 12 000 francs le mètre carré. Aujourd'hui, c'est 2 000 francs le mètre carré. Donc, chers frères ivoiriens d'Europe, vous avez la stratégie globale qui a été arrêtée par l'État pour que le coût baisse. C'est une réalité. Je veux dire, quand on est à Paris, on sait pratiquement tout ce qui se passe à Abidjan ou partout à l'intérieur du pays.
Au niveau justement de l'intérieur du pays, certains peuvent me dire, mais écoutez, moi je ne suis pas intéressé pour ma retraite de rester à Abidjan, je veux carrément rentrer à l'intérieur. Aujourd'hui, le programme ne se fait qu'en chef-lieu de région. Nous ne sommes pas encore arrivés en chef-lieu de département. Nous sommes pour l'instant en chef-lieu de région. C'est-à-dire que vous êtes de la région de la Mé, vous ne pouvez avoir le programme qu'à Zopé. Vous m'avez vu avec mon collègue Achipatrick chez lui. Vous avez vu des belles maisons quand il faisait son discours. Nous sommes chez lui. Actuellement, un des promoteurs qui se trouve dans la salle est en train de construire à Zopé. Il en est de même pour Diélé, pour Bouna, pour San Pedro. Donc San Pedro, ça n'a pas démarré. Pas San Pedro, pas Katiola, sont les deux lieux où ça n'a pas démarré. Moi, partout, à part San Pedro et Katiola, le programme a démarré à l'intérieur du pays. Au niveau de l'intérieur du pays, d'ailleurs, je suis heureux de vous annoncer, je ne sais pas s'il est dans la salle, monsieur le président vient faire ça, je l'ai vu ce matin. Il y a une bonne nouvelle, c'est que nous avons 6 milliards de francs CFA disponibles au FSH. Le FSH, c'est le fonds de soutien à l'habitat qui est logé au sein de la BNI, pour vous qui êtes tous des marins comme moi, la Banque nationale d'investissement. Ces 6 milliards ont été mis à notre disposition pour financer les crédits acquéreurs de ceux qui veulent des logements à l'intérieur du pays. L'argent est sous-utilisé actuellement. Je lance un appel à mes frères d'Europe. Si vous voulez votre maison de retraite à l'intérieur du pays, nous avons 6 milliards liquéfiés à la BNI. Il vous suffit d'approcher un des promoteurs et de dire, moi je veux ma maison à l'intérieur du pays, mais quand j'ai dit l'intérieur du pays, ce n'est pas dans votre village, c'est un chef-lieu de région pour l'instant. Les 6 milliards nous permettent donc de vous accompagner. Au niveau toujours de la stratégie, nous avons proposé notre réforme qui a consisté à baisser le taux de crédit acquéreur. Le taux était donc de 9%, 9,5 sur 5 ans. Aujourd'hui, le taux qui a été proposé est de 5,5. Et peut aller de 5 ans à 10 ans pour le crédit acquéreur. Je dois confesser qu'au moment où je vous parle, ce dossier doit être finalisé par Madame la ministre de l'économie et Monsieur le ministre, donc le Monsieur le Premier ministre en charge donc, de l'économie et des finances. Mais c'est acquis, ça sera 5,5. Et le taux ne va pas être sur 5 ans, mais ce sera de 15 à 20 ans. Donc cette réforme a été proposée, elle a été acceptée au niveau du gouvernement. Voici pêle-mêle, parce que vu le temps, je voudrais... Donc en gros, le programme aujourd'hui, il est véritablement lancé. Les VRD, nous avons eu 38 milliards 65 millions qui ont été, donc 18 milliards 65 pour cette année, enfin, les derniers mois de l'année. C'est pourquoi il y a des appels d'offres à l'heure où je vous parle à Abidjan. L'année prochaine, 20 milliards sur le budget pour réaliser les VRD de tous ces programmes. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune plainte. L'eau, l'électricité, les routes, tout ce qui est équipement de drainage des eaux, traitement des eaux usées, il y a de l'argent pour le faire. Donc c'est une affaire, ce n'est pas... Je vais dire, vous avez le ministre devant vous, il vous dit exactement les choses telles qu'elles se déroulent actuellement. Bon, donc je vais m'arrêter là sur la question du programme. Il se déroule très bien, vous êtes là. M. Doumbia, le directeur du CEFA, qui est le centre de facilitation des formalités d'accès au logement, vous a dit, vous irez dans la salle, vous renseignez auprès des promoteurs, ensuite allez retirer un kit, remplir le kit, et puis l'expédier. Et puis après, le promoteur va vous contacter et le processus va se mettre en marche. Si vous avez un financement à partir de votre banque ici, tant mieux. Si vous n'avez pas de banque en Côte d'Ivoire, que vous devez payer à tempérament, vous réglez ces détails avec le promoteur. Voilà, donc, sur ce, je voulais m'arrêter sur ce deuxième point de la politique du logement. Le dernier point, ce sont en général les séries de réformes qui sont en cours au niveau du ministère pour éviter tous les écueils que vous avez connus jusque-là. Déjà, pendant la pause, j'ai été interpellé par beaucoup. On m'a donné beaucoup de lettres. Et on m'a annoncé que d'autres lettres vont venir. Et pour les problèmes personnels, il y en a qui disent, j'ai été grugé. C'est un agent du ministère. Ce sont des gens qui m'ont promis des terrains. Et puis, il y en a qui m'ont proposé des photos. À l'arrivée, il n'y avait pas de maison sur le site, etc.
tous ces problèmes, nous les connaissons désormais. Nous sommes heureux aussi de noter qu'ensemble, que les nouvelles technologies sont développées à travers le monde. Vous avez le net qui marche très bien avec la Côte d'Ivoire. Donc, chers concitoyens, au niveau du guichet unique du foncier de l'habitat à Abidjan, nous avons demandé au directeur d'ouvrir un service qui est dédié aux Ivoiriens de l'extérieur. Et les coordonnées de ces services vont être déposées à notre retour auprès du ministre pour que ces services, en tout cas, les diffusent auprès des ambassades et tous ceux qui ont des contacts avec vous, à l'effet de vous éviter, en tout cas, ces mésaventures. Au niveau du ministère même, nous avons, en termes de réforme, mis en place un système de suivi des dossiers. Il a ses suffisances, je reconnais, qu'il y a souvent des dossiers qui ne sont pas aux bonnes adresses. Le directeur général, du guichet a été instruit à l'effet de procéder à une opération tiroir en guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont en train aujourd'hui de regarder tous les dossiers qui n'avancent pas. Mais depuis vos résidences, vous pouvez suivre vos dossiers par Internet. Alors donc, tous les problèmes qui ont été évoqués, je voudrais passer là-dessus, parce que je vais me soumettre aux questions. Je pense que tout ça relève du passé. Ça m'étonnerait qu'un agent actuel du ministère de la Construction, en tout cas, se permette de vous induire en erreur comme vous l'avez connu par le passé. Je ne crois pas. Mais je vais me soumettre à vos questions. Il y a eu des faits qui ont été évoqués, mais en général, ce sont des faits qui datent il y a plus de 4 ans, plus de 5 ans. Et nous continuons de gérer les conséquences de cette gestion. Bon, bien sûr, il y a une continuité au niveau de l'État, donc c'est le ministre de la Construction qui est responsable de ce que ces institutions ont fait. C'est pas grave, ils ne sont pas là pour indexer, pour vous jeter l'anathème sur qui que ce soit. Mais sachez que vous n'allez plus connaître ces problèmes, vous n'allez plus les connaître. Nous avons proposé d'abord l'avènement de ce qu'on appelle les aménageurs fonciers privés, à la place des lotisseurs. Quand on va atteindre la vitesse de croisière, ces aménageurs vont nous éviter les lotissements villageois. Vous savez de quoi je parle. En général, vous allez acheter des lettres avec des détenteurs de droits coutumiers. Dans notre pays, il y a deux droits qui vivent ensemble, enfin le droit positif, et puis ce droit un peu de nos chefs de village. Aujourd'hui, c'est un chef qui est installé. 6 mois après, quand telle génération vient au pouvoir, le chef n'est plus là, on dit qu'on ne reconnaît plus la signature du précédent. Ce sont les problèmes que vous connaissez en les suivant. Donc tout ça, nous voulons mettre fin à cela. Nous encourageons le directeur général de l'AGEF pour que l'initiative qu'il est en train de prendre, et nous l'encourageons vraiment, il est en train de développer l'aménagement privé. Il est présent ici, il est dans la salle, et il assiste ceux qui veulent acheter des terrains, aller à l'AGEF. Ou bien, quand on vous communiquera la liste des aménageurs, allez voir les aménageurs privés. N'allez pas acheter des terrains auprès des détenteurs de droits coutumiers, parce que tous les problèmes que j'ai décrits, vous allez les connaître. Si vous voulez aussi acheter un terrain qui a déjà des actes, allez devant les notaires. Allez devant les notaires, ils sont outillés. Ils vont sécuriser la transaction. N'allez pas signer des papiers en 2 murs. Et puis, lâcher des sommes importantes que vous avez économisées dans des conditions difficiles ici. Ayez le courage de payer les droits du notaire ou bien aller à l'AGEF. Prochainement, vous verrez la liste des aménageurs agréés sur notre site et aller devant ces personnes. Donc, ce sont les réformes que nous avons entreprises. Au niveau des actes, par le passé, vous deviez venir au moins 3 fois au ministère. Premièrement, chercher la lettre d'attribution. Repartir. Revenir demander ce qu'on appelle l'ACP. L'arrêté de concession provisoire. Et ce qui était aberrant, c'est que le seul ministre de la construction devait signer l'ACP de toute la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous avons mis fin à tout ça parce qu'après l'ACP, il fallait maintenant aller chercher ce qu'on appelle
le CPF, au cadastre. Toutes ces années venues durer au minimum 1 an et demi à 2 ans. Nous avons proposé une réforme qui est très très forte. Et pour cela, vraiment, encore une fois, je voudrais remercier M. le Premier ministre qui nous a soutenus. C'était difficile de faire comprendre, qui vraiment a bien compris, surtout avec les réformes qui sont même demandées à travers le monde, au niveau du Dream Business et du Millennium Challenge. On demande au pays que pour être compétitif, il faut que les procédures d'accès au foncier soient rapides et sécurisées. Rapides et sécurisées. Et M. le Premier ministre nous a soutenu. Nous avons proposé l'ACD, qui est l'acte unique, l'arrêté des concessions définitives. Donc l'ACD a été institué il y a de cela 1 an. On a fêté donc les 1 an de l'ACD il y a de cela 2 ou 3 semaines en arrière. Et donc, chers concitoyens d'Europe, désormais, quand vous allez acheter vos terrains, c'est l'ACD que vous allez solliciter, une fois que vous l'avez, il devient un peu difficilement, en tout cas difficilement attaquable. Il peut être attaquable quand il repose sur des documents qui sont faux. Mais si les documents sont en tout cas authentiques, votre ACD ne peut pas être attaquable. Donc voici un peu une série de réformes pêle-mêle qui vous permettront désormais d'être sécurisés. Je voulais m'arrêter là, puisque vous avez posé la question, pour vous dire que donc rapidement, les investisseurs qui s'intéressent à notre pays sont les bienvenus. La politique du logement, on a essayé de la résumer. Et puis les réformes pour sécuriser dans vos biens, on a essayé aussi de les résumer. Je vous remercie pour votre attention.